Aujourd'hui, dans toute une histoire, leur mari était un pédophile, elle ne le savait pas. J'ai appris que ma fille avait été abusée par mon ex-mari. Leur mari avait tout du père idéal, jusqu'au jour où elles ont découvert qu'il était violeur d'enfants. Quel âge avait-il? 3 ans. Quels étaient les projets de cet homme pour votre fils? Pour vendre son corps à d'autres pédophiles. Il a violé ma fille le jour de la naissance de notre premier fils. Vous avez été soupçonné? Oui. Pourquoi n'ont-elles rien dit? Pourquoi n'ont-elles rien vu? Elles sont rongées par la culpabilité. Oui, coupable que ça se passe chez moi, coupable parce que je n'ai rien vu. La réflexion a été comment vous m'expliquez qu'une maman au foyer n'ait rien vu? Est-ce qu'il vous est arrivé de regretter d'avoir dénoncé votre mari? Jamais. Bonjour, bienvenue. Soyez les bienvenus. Bonjour à nos invités. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous recevoir. Il a fallu beaucoup de courage à mes invités d'aujourd'hui pour venir apporter leur témoignage sur ce plateau. Toutes ces femmes ici présentes ont choisi de faire face, une fois pour toutes, à une période de leur vie qu'elles ont les plus grandes difficultés à elles-mêmes, non pas oublier, ça elles ne pourront jamais oublier, mais je dirais à elles-mêmes se pardonner. Ces femmes, mes invités, ont aimé donc pendant des années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, des hommes pédophiles. Elles étaient mariées avec ces hommes. Elles ont eu des enfants avec eux. Et un jour terrible, elles ont appris ce qui est impossible à imaginer, que leurs compagnons étaient des pervers sexuels qui violaient des enfants. Leurs propres enfants parfois. Pourquoi ces femmes de pédophiles n'ont-elles rien vu? C'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Marie, Sibylle, Joséphine vont tenter de nous expliquer l'inexplicable. Je vous demande de leur réserver le plus sensible de vos accueils. Voici leur histoire. Bienvenue. Sibylle, bonjour. Bonjour. Qui votre ex-mari a-t-il violé? Il a violé ma fille, donc née d'une première union. Quel âge avait-elle? Elle avait 8 ans et demi. Vous êtes restée avec cet homme pendant combien de temps? Je suis restée avec cet homme pendant plus de 7 ans. Qui a dénoncé les actes de cet homme à la police? Ma fille et moi-même. Vous avez été donc mariée J'étais mariée avec cet homme. pendant 7 ans, vous disiez. Oui. Vous avez eu donc 2 enfants avec lui, en plus d'une fille d'une première union dont vous Oui. parliez à l'instant. Et vous nous direz donc comment vous avez découvert la vérité, le moment où votre fille en a parlé pour la première fois, comment vous avez réagi, Oui. est-ce qu'on croit, est-ce qu'on ne croit pas, comment vous avez ensuite ouvert les yeux, puis vous nous direz où en est votre mari aujourd'hui et surtout où en est votre famille. Joséphine, bonjour. Bonjour. Joséphine, votre mari a violé votre fils, Oui. issu d'un premier mariage. Il était impliqué dans un réseau de pédophiles. Pardon de réveiller ces souvenirs pénibles, mais je crois qu'on est là aujourd'hui pour faire face aux choses et puis dire les projets qu'il peut y avoir dans la tête d'hommes qu'on dit bien pensants, qu'on dit bien équilibrés, quand on ne les connaît pas. Quels étaient les projets de cet homme pour votre fils? De le vendre. De vendre son corps. À qui? À d'autres pédophiles. Vous l'avez su par la suite, ça? Oui. Comment va votre fils aujourd'hui? Bien. Alors autour de vous, Joséphine, on disait que c'était un homme bien, entre guillemets. Oui. Un homme bien. Qui disait ça, par exemple? J'ai mon ex-belle-famille qui travaillait tous les deux en psychiatrie et qui disait de lui qui était le seul à avoir les 2 pieds sur terre. Et Le seul. le seul, autour d'une table par exemple. Équilibré. Équilibré, Charpenté. bien dans sa tête, bien dans sa peau. En tout cas, rien ne pouvait laisser présager chez eux, ni même chez vous, ce qui se passait, jusqu'au jour où vous avez vu donc la brigade des mineurs débarquer chez vous, un après-midi. Oui. Marie, votre compagnon a violé 4 enfants, vos 2 fils, et également 2 autres enfants proches de la famille. Je parlais de la culpabilité au début de cette émission. Ce n'est pas du tout le but de cette émission de vous jeter l'opprobre, mais de vous recevoir et de vous accueillir et puis de vous entendre parler. Quelle image vous avez de vous-même, vous, depuis? Un grand dégoût. Un grand dégoût parce que j'ai rien vu. Et vous n'avez rien fait? J'ai fait après, une fois que j'ai su,
j'ai déposé plainte, etc. Mais lorsqu'on était mariés, donc en fait les faits se passaient lorsqu'on était mariés. Et j'étais encore une maman au foyer, donc ça a été 2 fois plus difficile devant la justice également. De leur faire comprendre que... De leur faire comprendre que je n'avais rien vu. Parce qu'effectivement, la réflexion a été comment vous m'expliquez qu'une maman au foyer n'ait rien vu? Vous n'aviez rien vu. Je n'ai rien vu. Et la justice l'a reconnu. Oui. Sarah Pollet est notre invitée. Vous êtes l'avocate de la femme. Bonjour. Bonjour. D'un des pédophiles les plus cyniquement célèbres de notre époque. De qui s'agit-il? De Marc Dutroux. Vous avez défendu donc Michel Martin. C'est une femme qui était la femme de Marc Dutroux, femme et pédophile. Femme pédophile, on dit parfois que c'est le tabou ultime. J'ai déjà entendu ça. Cette femme était-elle pédophile? Non, elle n'était pas pédophile. Elle a été condamnée comme co-auteur et complice d'actes de pédophilie. Mais Elle était au courant de ce qui se passait? elle était au courant et elle n'a rien dit. Contrairement à madame. Face à vous, mesdames, nous recevons aujourd'hui Bernadette. Bernadette, la question pourquoi ces femmes n'ont-elles rien vu, vous la posez. Est-ce qu'on ne voit pas ou est-ce qu'on ne veut pas voir? Cette question vous hante, Bernadette. Vous ne comprenez pas qu'on puisse aimer un homme sans en connaître toutes les composantes. Vous pensez, a priori, que toutes ces femmes auraient pu voir? Je me pose la question de savoir à quel moment on peut faire la différence entre ce qui est de l'affection normale, de ce qui devient l'affection anormale. Je m'interroge sur comment fait-on pour faire cette différence. Ça ne va pas soulager la culpabilité de Marie? Est-ce que vous voulez essayer de répondre à cette question? Disons que, en fait, lorsqu'ils passent à l'acte, et auprès de leurs enfants, pardon, il n'y a pas d'affection. Donc, le mari rentre du travail, il fait un bisou à l'enfant, comme tous les papas, je suppose, et c'est tout, ça s'arrête là. Donc, il n'y a pas plus d'affection, on ne voit pas plus. Marie, vous souhaitiez témoigner à visage découvert dans notre émission, mais votre compagnon a purgé sa peine, ce qui signifie qu'il est en liberté aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et alors c'est donc notre production qui a choisi de vous conseiller vivement de vous protéger, Voilà. vous et votre famille, et de témoigner de manière masquée. Tout à fait. Je tenais à le préciser parce que voilà, je voulais dire cette femme voulait faire face Oui. en pleine lumière. Pour commencer cette émission, voici notre première partie. Découvrir l'impensable, la découverte. Comment avez-vous appris que vos maris respectifs étaient des pédophiles? Quel âge avaient vos enfants à ce moment-là? On va voir ça avec votre histoire. Sibylle, quel âge avait votre fille lorsque vous l'avez appris? Elle avait 8 ans. Quand je l'ai appris, elle avait 14 ans. 8 ans, c'est quel âge? Et 8 ans et demi quand elle a été violée la première fois. Donc pendant 6 ans, elle la tue. Voilà. Quand on se repasse le film à l'envers, ça doit être quelque chose. Oui, surtout que c'était au tout début pratiquement de notre relation. Dès le début. Oui, et puis à la naissance de mon fils. Le choc, la trahison, l'humiliation, la culpabilité. Pour essayer de mieux comprendre, regardons le reportage que nous vous avons consacré. En octobre 2004, Sibylle découvre que son mari a abusé sexuellement sa fille. Elle est sous le choc. J'ai appris que ma fille avait été abusée par mon ex-mari lors d'une convocation par la directrice de l'établissement où elle était interne. Sa fille était abusée depuis 6 ans. Jusque-là, elle n'avait jamais parlé. Et là, donc, elle me dit, énervée et sanglotante, voilà, il m'a touchée. On n'a qu'une envie, c'est tout de suite de le frapper, de le tuer. Sibylle décide de divorcer et dénonce son mari. Il est alors condamné à 5 ans de prison. C'est elle qui le conduira à la maison d'arrêt. De dénoncer son mari, c'est quelque chose de terrible, parce que c'est l'homme à qui on a fait confiance, qu'on aime, avec qui on a fait des enfants. C'est moi qui l'ai conduit aux portes de la prison. Pour moi, c'était symbolique, parce que pour moi, c'était celui qui avait abusé de ma fille. Et j'avais besoin d'aller jusqu'au bout de la bataille, en fait, et de la guerre que j'avais gagnée sur lui, vis-à-vis de lui. La fille de Sibylle veut oublier cette histoire. Une seule solution, quitter la maison où elle a grandi avec cet homme en Guadeloupe. La famille est éclatée.
Sibylle ne voit sa fille qu'une fois par an. Je viens à Paris pour voir ma fille. Elle vit plus avec nous, ça va faire plus d'1 an. Toute cette affaire nous a éloignés l'une de l'autre. Oui, elle me manque terriblement. Parce que je la vois plus évoluer, je la vois plus grandir. Elle va avoir 18 ans dans 2 mois, je pourrai pas être présente. Je lui en veux à lui énormément d'avoir fait éclater toute cette famille. Sibylle va voir sa fille dans quelques jours. Elle lui écrit une lettre qu'elle lui remettra. Ma chérie, j'aime à penser que dans peu de temps, nous serons réunis et que je vais pouvoir te serrer très fort dans mes bras, car tu me manques énormément. Je me souviens, cela fait 3 ans que tu as enfin révélé cette affaire au grand jour, que tu as eu le courage immense de me parler. J'aurais voulu voir, j'aurais voulu te protéger, te préserver de ce bourreau. Mais je sais qu'on ne peut pas protéger son enfant face aux mensonges et à la manipulation. On se voit bientôt, je t'embrasse, je t'aime très très fort, maman. For some fresh ice cubes, I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on, turn me on. Dans cette première partie, nous parlons de ce moment qui est un vertige abyssal où on découvre l'impensable le jour où vous avez donc appris que votre compagnon était pédophile. Sibylle, vous viviez avec lui et les 2 enfants que vous aviez ensemble, qui avaient quel âge au moment où vous avez appris les faits? Qui avait 5 et 7 ans. Votre fille d'un premier mariage était en pension, elle avait 14 ans. Oui. Et puis ce fameux jour où on apprend les choses, le fameux jour où tout a basculé, la directrice de la pension vous a convoqué dans son bureau. Vous, votre Donc mari aussi? Oui, elle m'a convoquée en fait, moi en premier lieu, puisque donc elle voulait m'expliquer que ma fille n'allait pas bien du tout et qu'elle pleurait. Donc on a été très étonnés et qu'elle voulait nous aider, qu'elle voulait nous soigner. Et je ne comprenais pas vraiment sa démarche. Et j'ai demandé à ma fille de maintenant de me dire vraiment ce qui n'allait pas. Mais cette directrice, elle savait la vérité? Votre Elle fille savait la s'était vérité depuis 1 mois et demi. Et elle n'avait pas du tout alerté, enfin elle n'avait pas fait son devoir. Mais elle vous confie, donc elle vous convoque tous les 2, plus votre fille, dans son bureau, Oui. pour que les choses se disent, Pour que les choses se disent et aussi se cachent, et peut-être se cachent. bien sûr. Votre fille est là, Oui. elle vous dit ce qui s'est passé? Non, d'abord, je l'oblige à me parler en lui disant qu'il est temps de toute façon. Je ne sais pas du tout les faits qu'elle va me révéler. Mais vous Et, sentez qu'il y a quelque chose de grave? Je sens qu'il y a quelque chose de grave, mais on ne s'imagine pas du tout ce genre de choses. Vous pensez à quoi, par exemple? Je sais pas, qu'elle avait fumé, qu'elle s'était sauvée, qu'elle avait... on minimise les choses. De toute façon, on ne voit pas non plus des choses de ce genre-là, jamais. Que vous a-t-elle dit, votre fille? Tout de suite, elle m'a dit il m'a touchée. Donc, sur le coup, on ne prend pas bien l'importance des mots qui nous parviennent. On a du mal à les accepter, à les comprendre. Il m'a touché, il m'a frappé? Voilà, au début, c'est ce qu'on se dit. Et il me fait non, il m'a touché, il m'a violée quand tu accouchais de mon petit frère. Pardon pour la circonstance? Donc en fait, quand le matin, il m'a emmenée accoucher donc, de notre premier fils, donc le soir, il violait ma fille. Et ça s'est révélé à 2 fois, puisque j'ai eu un autre fils 2 ans plus tard, et il a refait exactement la même chose. Pendant l'accouchement? Pendant l'accouchement aussi. Ah oui, elle n'était pas là. Donc on ne comprend pas. Vous commencez à croire véritablement ce que vous disait votre fille, dans ce bureau, ce jour-là? Ah oui, dans le bureau tout de suite. Parce que on sent qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait jamais quoi. Et là, tout de suite, ça a fait... tout de suite, je me suis repassée, en fait, son visage à mon ex-mari. Je veux dire, à ce moment-là, on aurait dit une petite souris, on aurait dit quelqu'un qui voulait... Enfin, on voyait qu'il avait été pris sur le fait. Il n'était pas à côté de vous? Non, mais juste au moment, en fait, je lui ai demandé de sortir du bureau. Je pense à ce moment-là qu'il savait... J'ai vu sur sa tête qu'il y avait, que c'était vrai. Vous avez douté, Joséphine?
Quand j'ai appris la vérité? Non. Non. Vous viviez avec Pierre depuis 3 ans. Vous aviez un fils d'une première union, Oui. puis un deuxième fils que vous avez eu ensemble. Vie de couple en apparence tout à fait normale. Et puis un après-midi de juin 2000, votre vie bascule. Qui sonne à votre porte? La brigade des mineurs. Que vous disent les policiers? Rien. Rien. Ils veulent regarder dans l'appartement. Ils veulent voir mon fils aîné. Ils veulent voir mon mari. Ils veulent voir mon plus jeune enfant. Mais ils ne me disent rien et ils commencent à fouiller partout, à regarder les photos. Des photos? Des photos de famille, vraiment à fouiller partout, une perquisition, quoi. Donc c'est... Qu'est-ce que vous avez appris ensuite, alors là, de manière extrêmement plus claire, devant le juge? Pas tout à fait devant le juge, devant la brigade des mineurs, parce que nous avons été convoqués le lendemain tous ensemble à la brigade des mineurs. Et là, le coup près est tombé. Comme quoi mon fils aîné avait subi des violences sexuelles. Qui a dit ça? Les inspecteurs de police. À vous? À moi. Et? À moi, j'étais le seul représentant par rapport à mon fils aîné. Votre mari? À avouer. Il était là? Oui. Vous étiez ensemble? Non. Lorsque nous avons été convoqués, nous avons été emmenés chacun dans un bureau avec un inspecteur différent. Interrogés séparément? Voilà. Il a avoué? Oui. Vous avez été soupçonné? Oui. Soupçonné? Oui. De quoi? Savoir si dans ce qui se passait à la maison, j'avais pu être une actrice entre guillemets passive ou active. Mais on comprend ce que ça veut dire. On comprend, oui. À seulement 9 ans, votre fils a aidé la police à trouver des preuves, à rassembler des preuves. Comment s'y est-il pris? Comment s'y était le pris? En fait, mon ex-mari, entre guillemets, faisait des choses avec lui et était beaucoup sur son PC. Et il montrait constamment à mon fils ce qu'il faisait. Et les images porno? Les images porno, les différentes discussions qu'il pouvait aussi avoir avec d'autres pédophiles. Et, pour lui montrer que c'était normal? Pour lui montrer que c'était tout à fait normal, que ça se faisait, et puis peut-être pour mettre aussi, pour éviter que mon fils n'ait à dévoiler ce qui se passait à la maison. Marie, le jour de la découverte a été d'autant plus marquant pour vous que c'est votre fils qui vous a révélé la vérité. Vous étiez en cours de séparation avec votre compagnon, en cours de séparation. Vous étiez en vacances avec vos enfants, sans lui. Oui. Votre propre fils vous a révélé la vérité. Quel âge avait-il? 3 ans. Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est papa qui m'a fait mal, mais j'ai pas le droit d'en parler. Et là, mon fils est parti, il faisait des pirouettes, il courait dans toute la maison. J'ai pris les enfants, on est partis en vacances. Et là, je suis revenue sur, tu sais, il faudrait que tu m'expliques quand même comment... Vous aviez un doute? Oui, j'avais un doute. Vous pensiez à ça? Vous pensiez au viol? Non, la maltraitance. Maltraitance? Mais pas des coups, peut-être, mais... Et donc, mon fils m'a révélé, voilà, est-ce que papa est loin? Déjà, oui, il est loin. Est-ce qu'il sait où on est? Non, il ne sait pas. Est-ce qu'il peut venir? Non, il ne peut pas venir. Donc, je peux te dire. Et il m'a mimé. Et là, je suis tombée. En fait, je suis tombée. Je me suis écroulée. Et comme il y avait beaucoup de manipulations à la maison, il disait tout le temps que j'étais une mère surprotectrice, que je voyais tout mal. À chaque fois que je disais quelque chose, c'était oui, mais tu veux les protéger, etc. Vous parlez etc. de votre compagnon, évidemment. Voilà. Et donc, à partir de là, mais j'étais avec mon meilleur ami. Et j'ai demandé à mon fils, est-ce que tu peux répéter? Je voulais pas être seule à entendre ça et à me faire de fausses idées, entre guillemets. Donc effectivement, l'enfant a répété et là, on s'est regardé et on s'est dit non. Là, j'hallucine pas, je suis pas en train de faire la maman surprotectrice, il s'est passé quelque chose et là, c'est sexuel. L'enfant ne peut pas inventer à 3 ans. Vous avez découvert que votre compagnon avait donc abusé de vos fils, de votre fils, de vos 2 fils et d'un enfant aussi proche de votre famille.
Vous nous parlerez de vos doutes, de vos soupçons avant que la vérité n'éclate. Je pense que c'est important pour celles qui nous regardent de dire j'ai douté mais je n'ai pas pu imaginer. En vous passant le film, vous culpabilisez tellement. Vous dites ça aurait dû m'alerter, ça aussi aurait dû m'alerter. Vous direz ce qui aurait dû vous alerter d'après vous. À côté de vous, c'est une avocate, Sarah Pollek, qui a défendu donc la femme de Marc Dutroux. Comment elle a-t-elle découvert que son mari violait des enfants ? C'est pas arrivé d'un coup, c'est quelque chose de progressif. Il y a eu une mise en condition de Madame Martin par Marc Dutroux par rapport au déroulement de certains faits. En fait, au départ, il lui a toujours dit qu'il avait besoin de plusieurs femmes, qu'il aimait bien les jeunes filles, etc. Et à un moment, il est allé jusqu'à dire ça prend du temps de draguer, si je commençais à les enlever, les violer, ça irait beaucoup plus vite. Et ça nous permettrait de passer du temps ensemble. Donc c'est un long processus. Ça ne s'est pas fait d'un coup. Comment vous avez créé un lien avec cette femme ? Vous avez réussi à communiquer ? Mais cette femme m'a touchée dans sa sincérité, dans son authenticité, et j'ai eu envie de savoir ce qu'il y avait derrière. Comment on pouvait en arriver là, finalement. Vous avez toujours compris cette femme ? Non, je crois que fondamentalement, personne ne peut vraiment comprendre. Elle-même ne sait pas expliquer comment elle en est arrivée là, mais j'ai essayé en tout cas de décrypter. Par amour, dit-elle ? Pardon ? Par amour ? Par amour et par endoctrinement, par dépendance. Maintenant, attention, elle a été reconnue complice, elle n'a pas eu de participation active. Elle n'était pas en contact avec les enfants. C'est-à-dire que ça veut dire quoi ? Elle regardait ? Non, elle n'était pas là. Elle n'a jamais vu les enfants, jamais. Elle vivait ailleurs. Elle le savait simplement. Elle le savait et elle s'est tue, oui. Elle a mis des œillères. Elle n'a pas A-t-elle dénoncé. envisagé de le dénoncer ? Elle a envisagé un moment, oui. Mais il y avait une telle pression, des telles menaces de mort, avec revolver sur la tempe, etc. Menaces sur les enfants. Si tu me dénonces, je te tue, je tue les enfants. Tu es ma complice, tu le sais, donc tu tomberas avec moi. Les enfants se retrouveront tout seuls. Donc elle s'est dit, je sauve mes enfants ou je sauve les enfants des autres. Et elle a choisi de sauver ses enfants. Nous arrivons à la fin de cette première partie. Je me tourne vers notre expert Alain Javet. Bonjour et bienvenue. Vous êtes thérapeute en criminologie. Vous recevez en consultation des pédophiles et également leurs compagnes. Que se passe-t-il dans la tête de ces femmes qui découvrent, je parle de mes trois invités qui sont là, que leur mari est pédophile ? Je pense que quand elles le découvrent, c'est l'effondrement. C'est de l'ordre de l'impensable. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière ces sujets, il y a une pathologie. Je dirais qu'il y a des sujets qui présentent des traits pervers. Vous parlez des pédophiles ? Oui. Ce sont des sujets que vous avez en face de vous qui ont des traits pervers. Pour leur... Parce que voilà. parce qu'elles ont supporté... Mais tout simplement parce que ces femmes se sont laissées, si vous permettez, séduire. Pervertir. Tout à fait. Embobiner. Complètement. Et puis parce que finalement, c'est quand même une histoire à deux. C'est un homme et une femme qui se sont aimés, pour certains qui s'aiment et qui s'aimeront encore. Parce que moi, là, je vois des femmes qui n'arrivent pas à se séparer de leur conjoint. Mais elles désirent réellement rester avec. Même si leurs enfants, leurs propres enfants ont été violés ? Oui. Quelle est la limite entre la pathologie et... De l'un ? Oui, parce que on peut s'interroger aussi sur le... Il faut être très clair, la plupart des agresseurs ne présentent pas de pathologie mentale. Ils ne présentent que des traits de personnalité. Perverses. Merci. Passons à notre deuxième partie. On ne peut pas dresser un portrait robot des femmes de pédophiles. Ce que l'on sait, c'est que certaines dénoncent, que d'autres portent plainte, que d'autres encore, malheureusement, n'arrivent pas à faire autrement que protéger leur conjoint. Quelle est leur responsabilité ? Ça, ce sera à chacun d'en juger. Je vous propose d'écouter maintenant le témoignage de l'avocat de la femme d'un autre pédophile, Michel Fourniret. Les pédophiles, on ne parle que d'eux. Mais que sait-on de leurs femmes ? Certaines sont complices de leur mari. Elles savaient. Elles n'ont rien dit. Michel Martin, l'ex-femme de Marc Dutroux, est l'une d'entre elles. Elle a été accusée de complicité d'enlèvement, de viol et de meurtre de fillette. Cette femme est-elle vraiment complice ou victime de son mari ? À la barre, Michel Martin dit avoir survécu sous l'emprise de Marc Dutroux.
Elle parle de manipulation, de soumission extrême qu'elle n'a jamais su contrer. Les psychiatres ont peut-être dit qu'elle était soumise, mais ils ont aussi dit qu'elle était responsable et qu'elle ne manquait pas de discernement. Qui dit discernement veut dire choix. Alors, est-ce que toutes les personnes qui sont faibles n'ont plus le choix ? Pour la justice, Michel Martin est complice. En juin 2004, elle est condamnée à 30 ans de prison ferme. Un autre procès s'ouvre le 27 mars prochain, celui de Michel Fourniret, autre pédophile et tueur en série. Son épouse, Monique Olivier, est accusée de complicité. En exclusivité, nous avons rencontré à Charleville-Mézières l'avocat de cette femme. Madame Olivier, ma cliente, elle pose un problème. C'est que c'est une femme ordinaire qui se retrouve dans un parcours criminel. Et ça nous dépasse. Elle n'a pas de casier judiciaire, pour parler clair. Elle n'a aucun problème avec la justice. C'est pas quelqu'un d'asocial. Au contraire, c'est quelqu'un d'assez altruiste. Et elle va rencontrer Michel Fourniret et sa vie va basculer à ce moment-là. Fourniret sent en elle, parce que c'est un prédateur, il sent en elle une première proie. Elle idéalise, si vous voulez, la vie de couple. Et elle va tomber des nues parce qu'il va la mettre face au premier meurtre. Concrètement, elle est passive. C'est bien beau de le dire, mais c'est pas suffisant. Elle est sous pression, c'est clair, mais elle est sous l'influence de Michel Fourniret. C'est un tueur en série, quand il vous regarde dans les yeux, il vous glace le sang, il vous dit non. Et quand il dit non, on fait pas. Soit elle se tait, soit il la tue aussi. Jusqu'au jour où Monique Olivier dénonce son mari. C'est une femme qui tremble et qui se cache. Dans la peur et la discrétion, Monique Olivier a vécu comme cela avec Michel Fourniret. Le 22 juin dernier, elle craque. Son mari est en prison pour tentative d'enlèvement. Lors d'une banale audition, Monique Olivier se libère enfin. Quand Fourniret s'est fait incarcérer, je veux dire, la peur, elle a commencé à se dissiper au fur et à mesure. On l'a montrée comme une sorcière, mais je comprends d'ailleurs la photo qu'elle ait pu plaire. Mais aujourd'hui, elle a demandé une autorisation au juge parce qu'elle n'a pas d'argent pour s'acheter du dentifrice et tout ça. Donc on lui a donné un dentifrice, on lui a donné aussi de quoi faire une teinture. Donc elle a une teinture, elle a une autre coupe de cheveux, et elle peut sourire alors qu'avant elle souriait jamais. Concrètement, même physiquement, elle a changé, quoi. Quand je la vois, j'ai pas peur, j'ai pas d'appréhension. La femme que j'ai en face de moi, je l'imagine pas dans les faits qu'on lui reproche. Et pourtant, elle les a commis. Femme de pédophile, pourquoi n'ont-elles rien vu? C'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Cela nous amène à notre deuxième partie. Voir ce qu'on n'avait pas vu, justement, se repasser le film. Toutes mes invités ont tenté de se repasser le film à l'envers pour tenter de voir les indices qui leur avaient échappé, essayant de comprendre peut-être la relation d'abord que vous aviez avec ces hommes, sur quelle base elle s'était construite. Au tout début, quand vous l'avez rencontré, cet homme, le profil de cet homme, comment nous le décrire? Il était idyllique pour moi, il était gentil, il était toujours très bien habillé, très gentleman, anglais. C'est ce qui m'a plu tout de suite en lui. Gentil, doux? Gentil, doux, ce qu'il a toujours été de toute façon. Les premières années ont été vraiment idylliques. Oui. Mais au bout de 4-5 ans, il a quand même changé de comportement dans toute la famille. Oui, il a changé de comportement, il a surtout sexuellement. Il a en fait essayé de m'emmener des valeurs qui n'étaient pas les miennes, donc entre les mélangistes, les échangistes et toutes sortes de choses qui me paraissaient pas très très nettes. Donc j'ai commencé à avoir des doutes par rapport à lui, mais enfin bon, entre nous, notre couple. Donc déjà, il y a eu une certaine distance qui s'est installée au fur et à mesure. On n'était pas d'accord sur cette façon de voir Non, la j'étais pas sexualité. d'accord, mais bon, c'était la sienne, c'était pas la mienne, donc pour nous... C'est embêtant dans un couple, hein. Voilà, exactement. Donc pour moi, je ne pensais qu'à une seule chose. Après, c'était la séparation que j'essayais de mettre au fur et à mesure. Pourquoi vous repoussiez? Parce qu'en fait, il avait toujours de la manipulation et des peurs. Puisque... Lui avait des peurs? Non, il nous faisait peur. Oui, il nous faisait peur. Et vous semblez parfois avoir des comportements bizarres avec les enfants? Non, justement, il se faisait passer pour un père qui était parfait. Mais vous n'avez jamais vu des comportements où vous vous êtes dit, tiens, c'est bizarre, hein? Non, je veux dire, non. Il n'y a jamais eu de comportement ni de gestes malsains. Au contraire, c'était plutôt très, un peu éloigné. Et, un peu tendu, vous nous avez dit. Voilà, oui. Joséphine, est-ce qu'il y a eu des gestes déplacés de la part de votre ex-conjoint vers vos enfants?
Là, maintenant, avec le recul, effectivement, je pourrais dire, oui, peut-être. Mais Vous pensez à quoi en particulier? C'est vrai qu'il était très joueur avec les enfants. C'était constamment des jeux presque de corps à corps, en fait. Ça a toujours été des jeux comme ça, en fait. Ça commençait par un petit bisou, et puis après, ça devenait une bataille de... Enfin, moi, ce que j'appelais ça, c'était une bataille de mecs, quoi. C'était un jeu de mecs ou... de contact. De contact. Pour moi, c'était une relation normale d'un père envers ses enfants. En vous repassant le film, Marie, vous voyez des comportements qui auraient pu être interprétés autrement que vous l'avez fait à l'époque? Il y a une fois où effectivement il lisait l'histoire aux enfants le soir avant d'aller au lit, et où je suis rentrée dans la chambre et il était allongé dans le lit de l'enfant, mais habillé. Donc là, j'ai dit, écoute, non, on lit pas d'histoire, tu t'assois sur le lit. Et donc là, évidemment, on est parti dans la manipulation. Je suis une maman abusive, je veux garder mes enfants que pour moi, je veux le couper des liens avec le papa, etc. Donc, mais après, il n'y a jamais plus d'histoire. Vos enfants l'adoraient, vous nous avez dit? Oui, mes enfants l'adoraient, oui. C'était un papa idéal. Oui. Au début? Oui. Ce que vous nous dépeignez, c'est pas des indices qui sautent au visage. Je veux dire, franchement, qui aurait pu s'inquiéter avec des indices pareils? C'est vraiment pas évident, ces hommes. Enfin, je sais pas si on peut prendre le risque de généraliser, en tout cas, savent ce qu'ils font, quoi. Enfin, tout est bien pesé. Pourquoi avoir des soupçons dans des circonstances pareilles? Comment les choses se déclenchent? Comment tout d'un coup la vérité éclate? On en parle après ce message de la rédaction pour l'une de nos prochaines émissions. Vous avez tout plaqué après 20 ou 30 ans de mariage. Vous avez rencontré un autre amour après une vingtaine d'années de mariage. On vous a quitté après de nombreuses années de mariage. Vous ne parvenez pas à refaire votre vie. Vos proches ne comprennent pas que vous soyez parti après 20 ou 30 ans de mariage. Vous êtes marié depuis plus de 20 ans et vous êtes malheureux en couple. Vous souhaitez partir. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans toute une histoire, elle n'aurait pas dû faire appel à la chirurgie esthétique. J'ai senti la mort. Cette odeur, c'est une viande qui pourrit et je me suis dit, je vais mourir. Elle voulait se sentir plus belle. Aujourd'hui, elles ne se reconnaissent plus. Vous étiez anxieuse avant l'opération? Non, parce que c'était un rêve de changer de poitrine. Elle a des difficultés d'élocution. C'est conséquence de l'opération. Voilà. Je suis restée comme ça pendant 1 an et j'ai dormi pendant 1 an les yeux ouverts. On n'est plus une femme avec... La sexualité s'en ressent? Oui, tout à fait. C'est plus la même chose. Elles n'acceptent pas l'image que renvoie leur miroir. On a volé mon regard. Je ne me reconnais pas. Si c'était à refaire, je ne le ferais pas. Je resterais avec mes gros seins qui étaient les miens. Il n'y a vraiment plus d'espoir? Non, ça va. Aujourd'hui, sur le plateau, toute une histoire. Des femmes de pédophiles ont le courage de parler. Pourquoi? Pourquoi elles n'ont rien vu à l'époque? Dans cette deuxième partie, nous tentons de refaire le film de leur vie, de repasser le film à l'envers. Est-ce qu'il y a des indices qui auraient pu les alerter? Qui étaient véritablement ces hommes? Est-ce qu'ils avançaient masqués? Est-ce qu'elles auraient pu voir ce qui se cachait derrière le masque? Ça fait beaucoup de questions. C'est un peu compliqué. Marie, votre compagnon, a été reconnu coupable par la justice d'agression sexuelle sur 4 mineurs de moins de 15 ans. Au début de votre relation, on a entendu Sybille nous parler de l'homme quand elle l'avait rencontré. Vous diriez qu'il était comment? La perfection. La perfection? La perfection. L'homme que j'avais toujours cherché. Donc gentil, attentionné, on discutait. Donc j'avais rencontré quelqu'un avec qui je pouvais discuter. On regardait plus la télé, on discutait. Mais en fait, j'ai appris plus tard que le fait de discuter, c'était aussi pour me connaître mes points faibles, mes faiblesses, et pour pouvoir après s'en servir. Donc, mais c'était vraiment l'homme idéal, jusqu'à la naissance de l'enfant. Et puis, j'ai quand même fait 2 enfants avec cet homme, donc il y a aussi le petit dernier. Donc jusqu'à là où effectivement la manipulation était tellement forte sur moi. Donc moi je voyais pas les enfants pour la bonne raison. Enfin c'est ce que m'a expliqué ma thérapeute. C'est qu'il m'avait enfermé moi dans un problème personnel, ce qui fait que j'essayais d'être la femme parfaite qu'il rêvait lui. Parce qu'il me disait constamment que je n'étais pas la femme parfaite qu'il rêvait de se coucher à côté d'une grande blonde pulpeuse. Regarde à côté de quoi je me couche.
Donc forcément, Bien, hein, donc nous on essaye, hein. Moi je l'aimais véritablement, c'était mon deuxième mari, donc je ne voulais pas décevoir ma famille non plus, divorcer une deuxième fois. Donc j'ai essayé de devenir cette femme parfaite. En vous passant ces indices dont vous parlez tout à l'heure, qui sont vraiment des indices quand même assez petits, quoi, hein. Je veux dire, à savoir de retrouver votre mari habillé à côté de votre enfant pour lui lire une histoire. Je pense que ça ne pouvait pas me permettre non plus de comprendre. Bon, après, il y a l'éducation aussi. Bon, moi, j'ai eu un papa qui ne m'a jamais lu d'histoire, donc on n'a pas de repère effectivement, comment les papas lisent des histoires. Donc, moi, ça me dérangeait, le fait qu'il soit couché dans le lit de mon fils, ça me dérangeait, je l'ai dit. Mais après, s'imaginer... on peut pas, de toute façon, on ne peut pas concevoir déjà qu'un homme puisse être capable... de violer un enfant, tout simplement. Un homme en qui on a toute confiance. Donc, comment se passait votre vie sexuelle à tous les deux? Alors, c'était très difficile. Donc, il avait instauré des jours. Donc, parce qu'il avait des problèmes d'érection. Donc, Il y a des problèmes d'érection le lundi, mais pas le mardi? Voilà, en gros, c'était ça. Donc, en fait, il me disait que c'était moi, c'était mon corps. Mon corps le repoussait. Il m'aimait pas assez, ou j'étais trop, ou j'étais pas assez. Quel système de jour, Marie? Donc, il avait instauré le lundi soir, le mercredi soir, le vendredi soir et un week-end sur 2. Et si j'avais, malheureusement, on va dire, besoin, enfin l'envie de... Il me disait non, je ne suis pas préparée psychologiquement. J'ai besoin d'aller au travail, de me préparer psychologiquement toute la journée, que le soir, on va avoir une relation sexuelle. Ah, autant vous dire vraiment que vous n'êtes rien, que vous n'êtes pas digne de désir, que... Voilà, mais c'était de ma faute tout le temps. Donc il me demandait... Vous finissiez par le croire? Complètement. Même encore aujourd'hui. Hein. Donc par rapport à tout ça, je suis détruite. Eh bien, il va falloir en sortir de cette culpabilité pour toi, Marie. Hein? Ben, j'essaye, j'y travaille, mais c'est long. C'est long. Alain, est-ce que ces femmes qui culpabilisent parfois, comme Marie vient de l'exprimer à l'instant... Moi, je trouve que votre cas, Marie, exprime bien la problématique du lien dans le couple. Parce que ce que vous décrivez dans le cadre de la relation sexuelle, finalement, c'est d'une extrême violence, ce qui se passe entre vous, là. Tout à fait. Finalement, c'est lui qui... Tu n'es pas désirable, enfin, Mais avant tout, il exige, il décide. Oui. Et petit à petit, même s'il vous dit « Oh, moi, il y a des moments où je ne peux pas », petit à petit, il va finir par arriver à ses fins en vous disant « Mais c'est toi qui as un problème. Voilà, tout à fait. Première violence. Voilà, donc indice de manipulation, d'autres indices que vous avez préparés avec vous, Alain, sur ce à quoi doivent faire attention peut-être les mamans qui se posent des questions. On ne voudrait pas non plus inquiéter tout le monde, on ne voudrait pas non plus laisser tout le monde dans l'ignorance, ni l'un ni l'autre. Silence anormal de l'enfant. Anormal, c'est-à-dire qu'un enfant qui devient silencieux, alors ça, qui change de comportement. C'est un des premiers signes, je dirais, qui devrait attirer l'attention de la maman. Ceci dit, il y a des périodes dans la vie où l'enfant est silencieux. Voilà, donc un indice, évidemment, qu'il faut mettre en faisceau avec d'autres pour commencer à avoir déjà des soupçons qui se formalisent. Donc distance de l'enfant vis-à-vis de sa mère. Tout à fait. Alors là, c'est totalement la problématique du pédophile qui va faire tout pour écarter l'enfant de sa mère. Et vous disiez tout à l'heure, mais finalement, c'est un bon père, il s'amuse. Donc en fait, petit à petit, dans ces jeux de corps à corps, il vous endort. Et vous, vous dites, bah, c'est un bon père. Donc là, voilà. Mais petit à petit, ben vous, ça vous permet d'aller ailleurs, de faire autre chose, d'être tranquillisé. Si vous voulez réagir sur ce qu'on disait là, donc y avait-il ce silence anormal de la part de votre enfant? Non. Non. Y avait-il de la distance entre vous et lui? Non. Communication anormalement rompue dans votre couple? Oui, j'ai l'impression. Ça, oui. Là, dans les deux, je dirais, entre Marie et vous, on voit bien que petit à petit, le lien, là, est en train de changer. Vous-même, Marie, vous dites, finalement, on parlait beaucoup. Mais est-ce que vous alliez jusqu'au fond des choses? C'est-à-dire, voilà, on parlait de la vie, tout allait bien à la limite. On parlait surtout de moi, enfin, il me faisait parler... C'est toujours agréable de parler de soi. Hein. Puis au début, c'est quelqu'un s'intéresse à moi, c'est bien, voilà. donc on échange. Mais il n'y avait pas vraiment l'échange, en fait. C'est là où il est venu. En fait, c'est là où il est bon, vous dites? C'est là où il est venu, si je peux me permettre, sur peut-être votre fragilité. Oui, il est venu là, finalement, il s'intéresse à moi. Ah oui, non, mais ça, je crois que Marie l'a bien décrypté. Tout à l'heure, vous nous disiez, Marie, j'ai compris maintenant rétrospectivement qu'il est en train d'essayer de comprendre quels étaient mes points forts et surtout quels étaient mes points faibles. Pas pouvoir
pour pouvoir, oui, bien s'en servir après. Mais... On passe à la troisième partie de notre émission. Sortir de cette culpabilité, Marie. Vous avez toutes parlé de culpabilité. Je parle de Marie, je parle évidemment de toutes nos invités. Votre mari est pédophile. Marie, vous avez demandé pardon à vos enfants. Ils ont accepté de se confier dans ce reportage, en toute discrétion. Ce qui est incroyable, c'est que cet homme était extrêmement complice avec vos enfants. Écoutons ce qu'ils ont à vous dire. Marie a 40 ans. En 94, elle se marie avec un homme. Ils ont 2 enfants. Il incarne le père idéal. J'étais complètement folle amoureuse de lui. Ça a été véritablement le grand coup de foudre de ma vie. C'était un papa très attentionné. J'avais rien à lui reprocher. Mon ex-mari qui se déguise en Père Noël avec ses 2 petits sur les genoux. Voilà le bon papa que c'était. Il s'occupait beaucoup d'eux, il jouait avec eux. Lorsqu'il rentrait du travail, il courait pour aller embrasser les enfants. On était une famille heureuse en fait. C'est pour le baptême de mon petit dernier. Quand on le voit regarder son enfant comme ça, on ne peut pas s'imaginer ce qu'il fait la nuit aux enfants. Son mari n'était pas l'homme qu'elle croyait. Pédophile, il abusait sexuellement ses 2 fils. Marie n'a rien vu, elle s'en veut terriblement. Je me dégoûte tellement. Je peux plus me voir dans la glace comme une femme, donc je me maquille très très vite. La femme en moi est morte à 32 ans quand j'ai appris ce qui est arrivé à mes enfants. C'est par la bouche de ses enfants eux-mêmes qu'elle apprend que son mari abuse d'eux. Le fait de l'avoir désiré, le fait d'avoir eu des relations intimes avec lui, le fait de l'avoir aimé, qui m'ait touchée, ça je pourrais jamais l'enlever. Pour sortir de cette situation insoutenable, elle a fondé une association pour aider les femmes de pédophiles. Oui, c'est l'association Miesgui. Tout à fait. Donc je voulais savoir un peu ce que t'as dit l'avocat la dernière fois. Mais tu comptes le faire. Et la petite, ça va? J'essaierai de te rappeler vendredi. De rien. À bientôt. Au revoir. Lorsque les mamans me téléphonent et qu'elles m'expliquent leurs sentiments, leur culpabilité, leurs doutes, leur vécu, parfois je m'identifie un peu à elles et je me dis mais voilà, j'étais pas toute seule. Et j'aurais aimé rencontrer à cette époque quelqu'un qui puisse me donner des conseils. J'ai besoin d'aider les autres, déjà pour me reconstruire également, pour me sentir utile. Par rapport à l'association, j'ai l'impression de revivre. Elle se sent mieux, mais elle a besoin de parler à ses enfants. Son mari a été condamné à 5 ans de prison ferme. Aujourd'hui, il est dehors. T'as eu peur, toi, quand t'as su qu'il était sorti de prison? Oui. T'as eu peur de quoi? Pour qu'il vienne. T'avais peur qu'il te fasse quoi? Comme avant. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous lui pardonnerez? Non. Non, jamais de la vie. En fait, vous savez pourquoi je me sens coupable? Non. Mais parce que j'ai rien vu. Bah, tu pouvais pas savoir. Mais peut-être que j'aurais dû deviner. Comment tu aurais pu? En faisant peut-être plus attention, je sais pas. Moi, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as sauvés. On te fera toute ta confiance. Je vous aime plus que tout. Vous êtes toute ma vie. Vous êtes mon équilibre. Et vous êtes mon bonheur. This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. Ils nous ont pardonné de ne pas avoir vu, vous n'avez rien fait de mal. Je crois qu'à la limite, ils m'en ont jamais voulu non plus. Je crois que c'est plus moi qui... Mais ça vous en voulez, ouais, c'est vrai. Plus moi, mais eux, en fait, quand on voit le reportage, c'est vrai qu'ils m'ont touchée. Pourtant, je vis avec eux, hein, donc je les élève seuls, donc je les connais bien, mais oui, j'ai pris conscience qu'en fait, ils m'en avaient jamais voulu, puisqu'ils me disent, mais de quoi? Donc... À les entendre comme ça, vous parlez, là, sur ce plateau, aujourd'hui, sur le plateau de Toute une histoire, aujourd'hui, est-ce que ça vous aide à moins vous en vouloir? Je sais pas encore, je sais pas encore. Après, ça va être plus en moi, on va dire. Là, c'est vrai que par rapport à eux, je m'en veux un peu moins parce qu'effectivement, à force de me dire tu pouvais rien voir, donc oui. Mais il va falloir que je passe le cap où, effectivement, j'ai eu des relations avec cet homme.
Ça va être ça le plus difficile. Là, c'est moi-même qui suis salie, entre guillemets. Donc, ça va être ça. Et par ailleurs, vous nous livrez, vous avez le poison et puis vous avez l'antidote, si j'ose dire, ou en tout cas l'explication, savoir qu'il vous a perverti, enfin je veux dire, c'était un homme qui vous a manipulé. Oui, complètement. Qui vous a totalement manipulé, sans aucun doute. Hein. Véritablement. Sortir de la culpabilité, c'est l'objet de notre troisième partie. Joséphine, vous vous sentez coupable, vous avez dit coupable que ça se passe chez vous? Oui, coupable que ça se passe chez moi, coupable parce que je n'ai rien vu, je n'ai rien ressenti. Une très grande culpabilité parce que mon fils ne m'a pas parlé. Pendant combien de temps? Très longtemps. Très longtemps. Mon fils a été violé plus de 2 ans et les attouchements avaient commencé 3-4 ans avant. C'était il y a 10 ans? Un peu moins de 10 ans. Un peu moins de 10 ans. Quelle relation vous avez tous les deux aujourd'hui? Avec mon fils. Super relation. On se parle. Vous parlez de ce qui s'est passé? On l'a fait une fois. Une seule fois? Une seule fois. Une seule fois. On n'est pas toujours obligé de se parler pour se dire les choses. Non, parce que... Il vous a écrit? Parce que, voilà, mon fils m'a écrit une super lettre cet été. Quel âge a-t-il aujourd'hui? 18 ans. Et dans cette lettre, il me dit que si aujourd'hui il en est là, c'est grâce à moi. C'est la plus jolie lettre que j'ai jamais reçue. S'il arrive à s'en sortir, s'il arrive à construire? S'il arrive à construire. C'est parce que vous avez su le protéger. Je rappelle que si vous n'étiez pas intervenu au moment où vous êtes intervenu, le projet de votre compagnon était de vendre votre fils. De vendre, voilà. Il avait même pris déjà rendez-vous avec un autre pédophile. Votre compagnon, Joséphine, purge actuellement une peine de prison. Oui. 15 ans de réclusion criminelle. Il a également violé d'autres enfants. Oui. Son neveu, il a été impliqué dans un réseau de pédophilie. Sa sortie est programmée? Je ne sais pas. Je n'espère pas. Marie, votre ex est déjà sorti de prison? Oui. Oui, il a fait la moitié de sa peine. Donc, il est resté combien de temps en prison? 2 ans et demi. Donc, 2 ans et demi? Oui, il a fait 2 ans et demi sur ses 4 ans. Il a été condamné à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis, 3 ans de mise à l'épreuve, et donc il a fait 2 ans et demi. Et on a appris par un contact de l'ex-famille, voilà, ça y est, il est sorti, et nous, on n'était pas informés. Donc à partir de là, les enfants en panique, le collège n'arrête pas de m'appeler, il faut revenir rechercher l'enfant, il ne va pas bien. Le petit, il faut que je l'amène à l'école tous les jours. Donc j'ai fait un courrier au juge interdisant l'accès du collège, l'accès des terrains de foot, parce que si on ne l'a pas demandé au procès, donc tant qu'on ne l'a pas demandé au procès, quand il sort de prison, il a fait sa peine. Le juge vous a répondu sur ce point? Oui, il a mis une interdiction. Comment êtes-vous, Sybille, avec votre fille aujourd'hui? Alors ma fille, après que mon ex-mari se soit vengé, évidemment, par rapport au procès, puisque lui a fait 42 jours de détention et ensuite il est resté donc en liberté, jusqu'à temps qu'il y ait le procès. Donc il s'est énormément vengé, il a porté plainte contre nous, il nous a envoyé une assistante sociale. Et de là, ma fille a vraiment revu encore sa vie toute défilée. Et d'en reparler, ça a été terrible pour elle, elle est tombée malade longtemps. Aujourd'hui? Et donc aujourd'hui, elle vit chez ma mère. Vous gardez un contact avec elle? Oui. Mais elle a du mal à avoir une relation telle que vous la désireriez avec vous? Non, je l'ai mis là-bas vraiment pour la protéger, puisqu'elle ne supportait plus l'endroit, la maison. Sarah, pour revenir à cette femme, donc la femme de Marc Dutroux, elle n'a pas dénoncé, elle a été complice. A-t-elle culpabilisé? A-t-elle présenté ses excuses? A-t-elle... Oui, elle a culpabilisé beaucoup. Est-elle en contact avec ses enfants aujourd'hui? Oui, elle est en contact avec ses enfants, oui. Quand elle a commencé son travail, qui a commencé le jour de son incarcération, elle m'a toujours dit « j'ai été libérée le jour
où j'ai été arrêtée, libérée de son emprise. Quand on a pu faire les démarches pour divorcer de cet homme, etc., elle a commencé à réaliser ce qui s'était passé. Et elle a effectivement culpabilisé. Au procès, elle n'a pas demandé pardon, c'est impossible de demander pardon, mais elle a voulu dire aux victimes sa compassion. Ce qui n'a jamais été le cas de Marc Dutroux. Jamais. Alain, comment nos invités peuvent se libérer du poids de la culpabilité? Je trouve que là, voilà, il y a deux niveaux dans cette culpabilité. Il y a la culpabilité de la mère vis-à-vis de ses enfants. Et ce que vous disiez, vous, Marie, il y a la culpabilité de cette femme par rapport à cet homme. Vous-même, hein, Joséphine. C'est-à-dire, en fait, ces femmes pourraient se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait finalement provoquer ça, pour que cet homme se détourne de moi pour aller vers mes enfants? Tout à fait. Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? D'autant plus, dans l'histoire aussi de Joséphine, finalement, votre mari, il vous est présenté par sa belle famille comme quelqu'un de sérieux, de bien, tout passe bien. Donc, automatiquement, la culpabilité, là, elle vous est renvoyée. Maintenant, je voudrais dire par rapport aux enfants, on n'est pas victime à vie. Non. Hein? C'est-à-dire que l'enfant, victime, peut s'en sortir. Tout à fait. Les femmes, ça, je crois aussi, il faut le dire. Et les femmes, victimes de leur mari, peuvent aussi s'en sortir. Mais je dirais qu'elles ont deux niveaux, en tant que mère et en tant que femme. Pour ça, il faut comprendre son déni, réussir à dépasser la haine, accompagner, soutenir son enfant. Pourquoi pas faire une thérapie de couple dans sa nouvelle construction d'amour, parce qu'on ne peut pas rester bloqué sur des histoires comme celle-ci. Merci de votre aide. Merci à tous nos invités. Juste peut-être un mot pour elles. Je crois que personne... c'est pas vous qui direz le contraire, madame. Je crois ne peut juger de la culpabilité qui anime mes invités d'aujourd'hui. Je pense qu'elles seules, mesdames, et vos enfants peut-être, peuvent vous aider à la surmonter. Cyrano de Bergerac, par la plume d'Edmond Rostand, se posait cette question sensible. Il disait peut-on être innocent lorsqu'on a aimé un coupable? Peut-on être innocent lorsqu'on a aimé un coupable? Lorsqu'on a aimé un coupable, je crois que la question de Cyrano n'est pas la vôtre. Et entre coupable et innocent, il existe un autre mot qui est responsable. Et je crois que venir faire face à votre histoire sur ce plateau, ça, c'est un acte responsable. Merci.